18h, l'heure de votre journal d'actualité 100% Vendée. Bonjour et bienvenue dans cette édition du jeudi 25 mai. Voici ce qui nous attend. Des nouvelles du pont du Brau, bloqué depuis une semaine. Les conducteurs doivent emprunter la route qui passe dans le centre de Maran pour franchir la Sèvre niortaise, avec des conséquences qui vont déjà au-delà de simples bouchons. Pas d'embouteillage pour Josie qui trouve son bonheur sur des pistes escarpées bien moins empruntées. La sexagénaire qui pratique le rallye depuis plus de 15 ans s'attaque cette fois-ci au mythique Dakar. Enfin, de jeunes organistes se testent sur leur premier public à Vouvant. Âgés de 7 à 17 ans, ils veulent sortir l'orgue de son simple répertoire religieux. D'importants travaux étaient prévus pour 2024. Il n'a pas tenu jusque-là. Le pont de Brau, qui relie la Vendée à la Charente-Maritime, est à l'arrêt en position verte depuis plus d'une semaine. L'important trafic de véhicules est donc dévié sur la commune de Maran, littéralement asphyxié par la circulation. Une situation qui pourrait durer encore plusieurs semaines. Notre journaliste Agathe Poulet s'est rendue sur place pour faire le point. Pas de temps à perdre pour les équipes du département qui sécurisent le site après la panne du pont-levis jeudi dernier en plein week-end d'Ascension. Aujourd'hui, nous avons mis en sécurité le tablier qui était en position instable pour rétablir la navigation dans un premier temps. Là, nous avons extrait le vérin pour examen en atelier. On voit la tête qui est cassée sur l'articulation haute. Le vérin de 5 tonnes qui permet de lever et descendre la plateforme est expertisé à La Rochelle pour savoir s'il est réparable ou non. Un facteur important qui joue un rôle essentiel sur le calendrier pressenti. Si le vérin est réparable, ça peut aller très vite. Si le vérin n'est pas réparable, ça, on saura ça à la fin de la semaine. Tout est flou, là voilà. Tant qu'on n'aura pas les résultats de la réparation ou pas réparation du vérin, tout est bloqué par rapport à ça. La Charente-Maritime et la Vendée espèrent établir la circulation au plus tôt le vendredi 16 juin. En reliant les deux départements, le pont du Brau est un axe majeur avec une fréquentation de 12 500 véhicules par jour, dont 15% de poids lourds. C'est un axe majeur sur le volet économique, donc on sait très bien que les usagers du quotidien sont perturbés. On prévient de façon très anticipée pour que les gens ne viennent pas s'engouffrer vers là. Évidemment, le chemin privilégié reste Maran. On y travaille pour peut-être proposer une déviation plus longue, on va y réfléchir. À quelques kilomètres du pont, la commune de Maran devient la déviation principale. Déjà réputée pour ses embouteillages, la ville voit sa fréquentation doubler, entraînant un véritable impact économique. On a ouvert les feux, on a mobilisé la gendarmerie. Pour autant, on voit bien que les véhicules affluent de tous les côtés, mais il n'y a qu'un axe principal qui traverse Maran, c'est la rue d'Aligre, et aujourd'hui elle est complètement embolisée. Mes commerces me disent c'est moins 30% d'activité, on s'en sort pas. Et puis à l'autre bout de la ville, j'ai une usine qui produit des bateaux, des catamarans, et qui me dit moi je peux pas les sortir ni par l'eau ni par la terre, je fais comment? Voilà, donc aujourd'hui j'ai 320 emplois en gros qui sont en suspens, qui sont suspendus à ce pont qui a du mal à redescendre. En fonction de l'avancée des expertises et des interventions sur le pont, la circulation et la navigation devront revenir à la normale à partir de fin juin. Un projet de remplacement du pont est déjà programmé pour 2024. Beaucoup de tensions au jugement de l'abbé Pierre de Maillard qui s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises de la Vendée. Le prêtre intégriste de la communauté Sainte-Pidis est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 27 victimes, mineures au moment des faits. Fait rare, une des jurées, une femme âgée de 48 ans, est décédée d'une embolie pulmonaire dans la nuit de mardi à mercredi. Victime d'un malaise au cours de la deuxième journée d'audience, elle avait été transférée à l'hôpital. Autre fait notable selon nos confrères de Ouest France, une victime qui venait de témoigner a été prise en charge également par les pompiers après avoir fait une syncope. Le procès se déroule à huis clos. Le verdict devrait être rendu le vendredi 2 juin. Dans un autre domaine, 62 ans, de l'énergie et une passion sans faille, Josie est le genre de femme qui se donne les moyens de ses ambitions. Avec une vingtaine de rallyes à son compteur, elle se lance maintenant dans le Saint des Saints, le rallye Dakar. Départ pour l'Arabie Saoudite le 31 décembre, Josie lance une campagne de financement participatif pour réunir les fonds nécessaires. Colline Davy l'a rencontrée sur les pistes plus boueuses de Saint-Avogour-des-Landes. Conduite assurée, concentration au maximum, cette pilote aguerrie, c'est Josie. Elle s'apprête à prendre la route du Dakar classique. Avec 15 ans de rallye à son actif, elle connaît les atouts nécessaires. Surtout dans un tel rallye, il faut, c'est surtout la persévérance,
mais c'est surtout, il faut tenir sur le long terme. Il faut vraiment être linéaire. Il ne faut pas le matin être comme ça et le soir être comme ça. Il faut être linéaire toute la journée. Je pense être comme ça quand je suis en rallye. Maintenant, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais je fais le maximum en tout cas. Ces qualités, elle souhaite les prouver l'an prochain, avec un défi en plus, celui de concourir en équipage féminin. On rentre un petit peu dans un sport qui est plutôt masculin dans ces rallyes mixtes-là. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et j'aime bien y aller en équipage féminin, mais dans des rallyes mixtes. Prouver que deux femmes ensemble, elles peuvent jouer dans la cour des grands, elles peuvent jouer avec des équipages masculins, elles peuvent essayer de ramener la voiture intacte aussi. Jusque-là, c'est toujours arrivé. La pilote compte déjà une vingtaine de rallyes, mais celui-ci est un peu différent. C'est le Graal du rallye. Je pense que tous ceux qui font des rallyes, ils ont tous envie un jour d'y aller. Ça génère un défi. Un défi, ça pour moi c'est important, personnel, un défi personnel. Et comme je monte un petit peu en grade à chaque fois que je fais un rallye, c'est un peu plus fort que le précédent. Je me dis, si je le réussis, celui-ci, c'est bien si j'arrive au bout. Ça a toujours été mes objectifs premiers, sans casser les voitures, parce que voilà, c'est important. Un rallye, on est 4, même 5. Il y a le pilote, il y a la copilote, il y a la voiture. Il y a les partenaires et sponsors, parce que sans eux, pas de rallye. Puis il y a la chance aussi, de temps en temps, elle vient avec nous. Voilà. Et de la chance, il lui en faudra avant même le départ. Les inscriptions se terminent fin juin et Josie a encore besoin de partenaires pour financer ce qui pourrait bien être son plus grand rêve. Et pour suivre la sémillante Josie, rendez-vous sur son site internet josianarenales.fr. Du 1er au 3 juin, l'association Rêve d'Ithac présente la 3e édition du festival de court-métrage Rêve de court. Parmi les 120 films envoyés par des professionnels et amateurs, 8 ont été retenus ainsi que 5 scénarios. Mais l'événement commence en réalité dès aujourd'hui, tous les soirs à 20h30 et ce jusqu'au 30 mai. Les spectateurs sont invités à venir découvrir gratuitement la sélection de courts-métrages à l'auditorium du Transfo et voter pour les films en compétition. Le festival est présidé cette année par l'acteur Kevin Elarbi, révélé par son rôle Hicham dans la série Clem. L'idée du festival, c'était de proposer au grand public et aux jeunes des courts-métrages d'auteurs émergents notamment et des scénarios, parce que ça nous paraissait important d'avoir les deux. On ne met pas souvent en avant les scénaristes et on voulait présenter au grand public ces jeunes auteurs, leurs projets en devenir au travers du scénario ou des courts-métrages francophones qui viennent de France entière ou de pays francophones comme la Belgique cette année, puisqu'on a aussi un film belge en compétition. On a toujours souhaité impliquer les jeunes, donc on a les collégiens de Benay, on a des lycéens de Fontenay-le-Comte, on les fait travailler tout au long de l'année sur le festival, sur les lectures de scénarios. Il y a un prix des jeunes qui est décerné pour le meilleur scénario et pour le meilleur court-métrage. Ils ont de 7 à 17 ans et ils ont choisi l'orgue comme instrument de prédilection. La classe d'orgue du Conservatoire d'Angers est venue dans le sud Vendée, à Vouvant plus précisément, pour se confronter à son premier public avec des auditions. Grégoire de Châtillon a rencontré les 6 jeunes musiciens. Eulalie est âgée de 7 ans. Elle pratique l'orgue depuis septembre dernier. On fait tout au premier clavier du coup là. Okay. T'attends que ça ait quasiment fini de résonner dans l'église. Louis, lui, a 10 ans et a choisi cet instrument avant depuis 4 ans. On peut avoir tellement de différences de sons et aussi on peut faire tout doux, tout fort. J'aime beaucoup ça. J'ai choisi cet instrument parce que je trouvais le son joli et j'aimais beaucoup sa forme. Ils sont ainsi 6 élèves du Conservatoire d'Angers venus se confronter à l'orgue de l'église de Vouvant. Et avec leur professeur Thomas Pellerin, chacun répète le morceau qu'il va jouer 2 fois dans la journée. On fait des auditions d'une demi-heure pour des concerts pour les familles, pour que les gens découvrent l'orgue autrement. C'est parce que l'orgue est quand même un instrument qui est toujours dans l'esprit des gens, associé à l'église, l'instrument qu'on entend aux enterrements, à la messe. Mais en fait, c'est l'instrument qui a le plus grand répertoire musical et qui n'est pas qu'un répertoire religieux, contrairement à ce que l'on croit.
Sortir l'orgue de cette image de l'église, ces organistes en herbe sont d'abord fans de cet instrument très riche musicalement. L'orgue imite l'orchestre et c'est souvent une passion pour eux. Voilà, comme ils auraient pu choisir le violon, le piano, n'importe quel autre instrument. L'orgue va faire partie de ma vie parce que je veux devenir musicien professionnel, plutôt en me tournant vers la direction de chœur ou la direction d'orchestre. Mais l'orgue va de toute façon rester dans mes pratiques quotidiennes. Le département de la Vendée compte 3 classes d'orgue à Luçon, les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon. Et le marché de plein vent du centre-ville de La Roche-sur-Yon est de retour depuis ce matin dans le quartier des Halles. Maintenant que les travaux sont achevés, les producteurs s'installent donc sur la nouvelle place du président Jacques Chirac chaque jeudi et dans sa version plus fournie les samedis matins. Je pense que beaucoup de commerçants qui sont là depuis longtemps et qui attendent ce moment-là vont être très satisfaits de cette place. C'est un bel outil de travail qu'on peut avoir avec tous les commerçants qu'il va y avoir autour, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je pense que pour La Roche-sur-Yon, c'est parfait. Là, c'est mieux que d'habitude. Je vois beaucoup plus de monde, c'est plus attrayant, plus de monde, des gens que je ne connaissais pas. Donc je peux dire que c'est positif, oui. De nouveaux commerçants qu'on apprécie beaucoup depuis quelque temps, qui viennent, c'est appréciable de retrouver surtout maintenant 2 bouchers et il y a tout ce qu'il faut maintenant. C'est la fin de ce journal. Vous retrouverez comme toujours votre actualité 100% Vendée dès demain dans votre matinale à partir de 7h du matin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour les éditions suivantes. Belle soirée sur TV Vendée.